Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Il est parfois difficile de mettre des mots sur les émotions qui nous traversent. Peut-être que dans votre enfance, à la maison ou à l'école, on vous a appris à les réprimer, à être sage, à ne pas faire de bruit, à ne pas être en colère, à ne pas pleurer, car ce n'est pas joli une petite fille qui pleure, ou bien un garçon c'est fort, ça ne pleure pas. Arrivés à l'âge adulte, nous voilà parfois empêtrés dans des émotions que nous ne comprenons pas. Comment alors parvenir à exprimer quelque chose si l'on n'arrive même pas à mettre des mots dessus ? C'est là tout l'intérêt de l'art-thérapie. Noélie Alboui, art-thérapeute, propose des espaces pour venir déposer des émotions en utilisant l'art comme support. Il n'y a pas besoin de mots. Le processus créatif à lui seul est thérapeutique. Bonjour Noélie. Bonjour. En préparant cette interview, tu m'as confié être issue d'une famille d'artistes, avoir exercé le métier de moniteur-éducateur avant de devenir art-thérapeute. Et tout ça à seulement 25 ans. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous le présenter un peu plus en détail ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé par un parcours très classique de lycée général, comme absolument tous les jeunes, la plupart font. Et j'avais le souci, comme beaucoup de jeunes aussi, de ne pas savoir du tout ce que je voulais faire plus tard. Je savais que je voulais aider les gens, c'était quelque chose qui restait. Et j'avoue que j'avais aucune idée des métiers qui étaient disponibles dans ce genre de branche-là. Je suis allée voir une conseillère d'orientation à ma seconde parce que très mauvaise note, parce que pas scolaire du tout. Et elle m'a présenté donc tous les métiers qui étaient disponibles dans le social et non pas dans le sanitaire. Et ça a été un peu une révélation pour le côté éducateur, qui m'a beaucoup attirée. Et donc j'ai fait un bac ST2S que j'ai obtenu en 2016, ça commence à dater. Et suite à ça, donc j'ai fait une préparation concours pour préparer les concours pour rentrer en école d'éducateur. Parce que quand on sort de bac à 17 ans, on ne peut pas passer les concours directement, il faut être majeur. Donc j'ai fait cette préparation concours qui m'a permis après de passer les concours et d'être admise à plusieurs écoles. J'ai choisi l'école moniteur-éducateur de Nîmes, dans laquelle j'ai fait donc 2 ans d'études moniteur-éducateur. C'était absolument incroyable, enrichissant. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est moniteur-éducateur ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce métier. Alors, moniteur-éducateur, c'est comme le métier d'éducateur spécialisé. Sauf que c'est un cran en dessous parce qu'on n'a pas la possibilité de devenir coordinateur d'équipe, tout simplement. Après, ça reste un métier éducatif, donc on peut travailler avec les personnes en situation de handicap, les jeunes en difficulté, c'est très vaste aussi. Voilà. Et du coup, suite à ça, je suis sortie de l'école moniteur-éducateur dans l'idée d'être moniteur-éducateur, de travailler absolument partout. Et en fait, en travaillant en IME et en foyer et dans tous les établissements dans lesquels j'ai pu faire des remplacements, j'ai découvert plusieurs branches de métiers que je ne connaissais absolument pas, dont on ne parle pas en lycée, dont le métier de musicothérapeute à la base, et avec qui j'ai beaucoup échangé. Et en fait, ce musicothérapeute m'a présenté l'art-thérapie, beaucoup plus en général, et ça a été pour moi une révélation totale. Moi qui aime dessiner, peindre absolument n'importe quand et n'importe où et écrire beaucoup, je me suis dit que c'était le métier qu'il me fallait et je me suis lancée dans les études pour ça et me voilà art-thérapeute maintenant à Carcassonne. Donc c'est grâce à cette rencontre avec ce musicothérapeute finalement que tu as trouvé cette voie-là d'art-thérapeute. Exactement. Ouais. C'est pas un métier qu'on met beaucoup en avant en France, étant donné qu'il n'est pas référencé par l'État. En plus de ça, c'est très compliqué de le connaître et on le met pas en avant au lycée, justement parce qu'il n'est pas... il est vraiment pas mis en avant du tout en fait. Voilà.
Donc oui, c'est toujours grâce aux rencontres qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est très souvent comme ça que ça marche. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois issue d'une famille d'artistes, ça t'a aussi aidé à aller vers cette voie-là? Je sais pas si c'est ça qui m'a aidée à aller dans cette voie-là, mais je sais que j'ai toujours pris plaisir à voir mes parents faire beaucoup de musique, ma sœur faire du dessin et en 5 minutes faire quelque chose d'extraordinaire. Et j'avoue que ça aide quand même à avoir confiance et à oser faire surtout. Et je pense que ça y a un peu contribué dans le sens où j'ai osé, surtout. De les voir créer tout le temps et prendre plaisir à faire, ça m'a beaucoup aidé, en effet. Tu t'es dit, bon, c'est possible en fait Exactement. d'en faire un métier. Alors, d'où vient l'art-thérapie? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient et comment toi tu le définirais? Alors, c'est très compliqué de définir l'art-thérapie, tout simplement parce qu'on ne sait pas réellement en fait quand est-ce que ça a commencé. Déjà, on aurait pu dire que l'art a toujours soigné. Vous avez Platon qui disait que le théâtre permettait de faire sortir des émotions, etc. Et c'est le cas. Le problème, c'est que du coup, le principe même de la profession d'art-thérapie, on ne sait pas réellement quand est-ce que ça est arrivé. Mais du coup, on pourrait dire que c'est dans les années 40. Tout simplement grâce à l'artiste Adrian Hill, qui est un artiste anglais en fait, qui atteint de tuberculose, s'est retrouvé en soins intensifs. Et en fait, en prenant le temps de peindre parce qu'on lui a autorisé, il a continué à le faire en étant malade, en étant en soins intensifs. Et en fait, les médecins ont observé une réelle amélioration évidente de son état. Et en fait, en 1945, il a écrit un livre dans lequel il a dit pour la première fois le mot art-thérapie. Donc on pourrait attribuer l'art-thérapie à ça. Après, comment moi je le définirais, c'est toujours une question très compliquée, dans le sens où on a chacun notre façon de travailler et notre façon de percevoir l'art-thérapie. Moi, je dirais que c'est un moyen d'expression autre que par la parole. Tout simplement, ça permet de lâcher prise, d'oser faire, de réapprendre à se connaître, à découvrir ses propres émotions, des émotions qu'on n'avait pas forcément connues auparavant ou même qu'on avait beaucoup trop enfouies. Et c'est vraiment une façon de pouvoir lâcher et discuter sans avoir à mettre des mots. Finalement, on peut dire que, comme tu dis, l'art en fait a toujours soigné, a toujours été là pour... voilà, on parle souvent des artistes qui sont torturés, qui en fait Exactement. sortent des émotions en fait à travers leurs œuvres d'art, Bien par sûr. exemple. Et en fait, là, l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'utiliser le moyen qui est l'art pour justement faire sortir aussi, aider les personnes à faire sortir des émotions. Exactement. Et toi, tu es là pour les accompagner à faire ce processus. Exactement. Ouais. En fait, c'est vraiment un processus, c'est le processus créatif qui est vraiment mis en avant. L'art, c'est vraiment juste un support. Je ne fais pas des cours techniques d'art plastique. D'ailleurs, on n'est pas obligé de savoir dessiner et peindre pour venir faire des séances d'art-thérapie. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à dire. Parce que la plupart me disent « mais je ne peux pas faire de séances d'art-thérapie, je ne sais pas dessiner ». Si vous venez et que vous me faites des petits bonhommes bâtons, c'est d'accord aussi. Et c'est vrai qu'on se met beaucoup de barrières à se dire bon, je suis pas talentueux ou talentueuse, donc c'est pas pour moi, quoi. C'est ça. Et c'est un blocage à plus avoir du tout parce que l'art-thérapie, justement, c'est l'œuvre d'art en elle-même que vous allez créer, elle importe très peu. Ce qui importe vraiment, c'est le processus artistique. C'est la manière dont vous allez le faire, la manière dont vous allez lâcher sur papier toutes vos émotions à la place de juste y mettre des mots et parler. Il y a certaines séances où les gens ne parlent pas du tout. Tout simplement parce que je les emmène vers quelque chose, sur feuille ou sur n'importe quel support. Et le but, ça va vraiment être de tout lâcher là-dessus. Donc s'il n'y a pas de mots qui sortent, c'est pas important. Et après, peu importe les supports, justement, que ce soit de la peinture, du dessin, ou peut-être de la sculpture ou autre, pour toi, il y a... L'important, c'est comme tu dis, c'est le processus de création, c'est pas forcément la forme finale. Exactement. Ouais. Après, pour les supports, ça dépend vraiment de la problématique de la personne. Pour quelqu'un qui vient avec des troubles anxieux, par exemple, je fais pas faire de dessin parce que c'est encore plus angoissant de se retrouver devant une page blanche et de devoir se dire je vais devoir créer quelque chose. Et souvent, on a ce blocage de si j'ai un crayon gris dans la main, il faut que ça ressemble à quelque chose. Et du coup, je vais amener le support par rapport à la problématique avec laquelle la personne vient. Et dans ce cas-là, ça serait quoi, par exemple, plus comme... Pour un trouble anxieux, ce qui marche très très bien, c'est l'argile, le modelage. Parce que le fait de juste simplement modeler, c'est une détente absolument incroyable. Et s'il ne crée rien après,
Et si l'argile ne donne pas une sculpture à la suite, c'est pas grave et on arrive plus à se détacher avec l'argile qu'avec le crayon à papier. Ouais, et puis il y a le contact aussi avec la matière, vraiment physique, quoi. Et c'est très agréable. Et ça donne envie en tout cas d'essayer, c'est clair. Alors, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou autre pour faire de l'art-thérapie. Toi, auprès de quel public tu interviens et est-ce que justement c'est accessible à tout le monde ou seulement auprès des personnes qui ont déjà un peu une prédisposition, qui aiment un peu l'art, tu vois, qui sont déjà un peu sensibles à ça? Alors, il y a 2 questions en une. Oui. Pour le type de public, c'est très vaste parce que j'ai mon cabinet donc Art Carcassonne, mais en fait j'interviens dans plusieurs établissements également dans lesquels on m'embauche. Dans mon cabinet, j'ai n'importe quel âge. Très sincèrement, ça peut aller de 4 ans à 77 ans. Et c'est ça qui est très riche dans ce métier-là, je trouve. Et au niveau des établissements, c'est tout aussi vaste parce que j'interviens dans l'IME de Penautier, par exemple, où j'interviens pour des jeunes en fait en situation de handicap mentaux. Mais j'interviens en EHPAD aussi, où ce sont des personnes en situation de handicap mais vieillissantes. J'ai beaucoup de personnes âgées atteintes d'Alzheimer par exemple, avec qui ça marche extrêmement bien et avec qui on passe de très bons moments. Et j'interviens beaucoup en milieu scolaire en ce moment et ça m'anime énormément. J'ai le lycée Jules Fil qui m'a embauchée également, donc ça peut marcher très bien avec les adolescents également. La classe relais qui dépend de la protection judiciaire de la jeunesse, donc pareil c'est des pré-ados et ça fonctionne très bien aussi. Et d'ailleurs avec eux on réalise de l'argile, donc des créations à l'argile. Et le but, c'est réellement de leur permettre de s'exprimer, de se détendre, mais aussi d'exprimer leur personnalité parce qu'ils sont exactement dans l'âge où on commence à se découvrir et où ça commence à être un peu compliqué. Et du coup, pour répondre à la question de à qui ça s'adresse à vraiment n'importe quel type de public qui serait un minimum réceptif à l'art tout de même. Il y en a qui essayent en étant pas du tout réceptif à l'art, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de blocage du coup. Mais c'est accessible à n'importe quel âge, n'importe quelle problématique, qu'elle soit physique ou mentale. Le but, c'est réellement de venir lâcher prise, de parler de vos soucis, d'apprendre à se connaître, de créer du lien et après de pouvoir créer tout court. Et ce qui est fantastique dans ce métier, c'est que justement, n'importe qui peut venir le faire. Et donc dans ta formation, il me semble que tu as eu des cours de psycho. Oui. En quoi ça t'aide en fait à accompagner aussi les personnes? Parce qu'on pourrait dire c'est juste les aider à aller dans un processus artistique, mais en fait c'est bien plus que ça. Ok, oui. En fait, on pourrait juste simplement les inviter à créer quelque chose, mais après il faut en faire quelque chose de cet outil-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'analyse du processus créatif. On va analyser chaque fait et geste. Alors ça peut paraître un peu angoissant en disant ça comme ça, mais je vous assure que ça ne se voit pas. Mais on va regarder beaucoup les gestes, les mimiques, la façon dont la personne tient le stylo même. Ça peut aller jusqu'à compter le nombre de fois où la personne gomme son dessin. Mais le but c'est réellement d'analyser chaque fait et geste et puis surtout d'adapter au mieux la séance pour que ce soit le plus agréable possible pour la personne. Et le côté psycho aide énormément pour ça, pour cette analyse-là et pour cette adaptation à la personne pour que sa thérapie soit le plus agréable possible et la plus... comment dire? La plus adaptée. La plus adaptée, ouais. En effet. Et est-ce qu'après ce processus de création, il y a un feedback ou quelque chose où tu reviens avec la personne, tu lui expliques un petit peu ce que toi tu as vu, tout ça, ou pas du tout? Alors on discute énormément, avant et après le processus créatif. Pendant, c'est réellement pas obligatoire. Le but c'est réellement qu'ils se mettent dans leur bulle en fait, les patients. Donc le but c'est réellement d'avoir quand même leur ressenti à la fin pour que pour les prochaines séances, s'il y a quelque chose qui l'a dérangé, ça ne le dérange plus la prochaine fois, ou savoir un peu ses ressentis émotionnels, ce qu'il a pu ressentir pendant, ce qu'il a pu ressentir après. Comment il se sentait avant et après aussi, c'est très important. Parce que moi, ça me permet aussi de voir si ça a réellement fonctionné, comment et si le support est adapté. Mais oui, il y a énormément d'échanges entre nous. Et pour les personnes qui sont non-verbales, parce que ça arrive, en IME par exemple, j'ai beaucoup de personnes avec un trouble du spectre autistique qui ne parlent pas, ça va être beaucoup dans le regard.
Donc moi, je vais poser des questions et puis s'il y a ne serait-ce qu'un sourire ou un petit regard un peu sympathique, je comprendrai la réponse. Donc tu dois vraiment t'adapter à tous les types de publics en fait. Exactement. Mais c'est ça qui me plaît aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui doit être passionnant, c'est vraiment à chaque fois, chaque séance en fait est différente. Exactement. Et chaque public aussi apporte ces différences-là, donc c'est intéressant. En effet. Ah, mais ils m'apportent autant que je leur apporte, donc c'est la richesse d'un échange. Est-ce que toi, à titre personnel, tu continues à dessiner, à pratiquer et est-ce que ça t'aide justement, toi aussi, à faire sortir des émotions? Alors, énormément. J'avoue que j'ai eu une pause dans ma vie où j'ai arrêté de peindre après le confinement parce que lassitude totale. Mais je fais énormément de peinture. Maintenant, je m'y suis remise depuis un petit moment maintenant, ça y est. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément dans la vie. Tout simplement parce que ça me permet d'exprimer un petit peu tout ce que je ne peux pas exprimer dans la vie parce qu'on garde énormément de choses en soi, que ce soit les émotions, les ressentis, tout simplement une colère, une tristesse. Et j'avoue que l'art m'aide à pouvoir l'exprimer autrement. Et puis c'est toujours un moment très agréable où on se met dans sa propre bulle et c'est un moment pour soi qu'on s'offre. Et c'est vrai qu'on le fait très peu en étant adulte parce que on est débordé par beaucoup de choses. Ouais. Donc du coup, s'accorder un temps, c'est très important et certaines s'offrent un temps en allant chez le coiffeur, en faisant un masque pour le visage et c'est super. Et moi, je me l'offre en faisant un peu de peinture un dimanche avec mes cheveux attachés à moitié. Alors en préparant cet épisode, il me semble avoir vu que tu confectionnais des t-shirts, que tu réalisais des t-shirts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, en effet, j'ai plusieurs casquettes, en plus de l'art-thérapie, étant donné que j'aime beaucoup dessiner, peindre et réaliser tout court. Depuis que j'ai un outil exceptionnel qui s'appelle l'iPad, je réalise beaucoup de dessins digitaux et en fait, j'avais cette frustration de mes dessins dorment à l'intérieur de cette tablette-là, qu'est-ce que je pourrais en faire ? Et j'ai réalisé que beaucoup de mes dessins étaient très design et très minimalistes et que sur un t-shirt ça pourrait être exceptionnel. Et le premier que j'ai réalisé c'était pour moi-même parce que je m'étais dit, étant donné que je trouve pas forcément de vêtements qui me plaisent au plus haut point, autant les créer moi-même. Et en fait en réalisant ce t-shirt je me suis dit tiens c'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai commencé à en faire 2-3 mais pour la famille à la base j'en ai offert à mes parents et j'ai vu que ça plaisait beaucoup donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Je travaille avec le site internet Redbubble qui fait donc ce qu'on appelle de l'impression à la demande. Donc moi je crée sur ce site-là, je crée les dessins et en fait c'est le site qui réalise après les envois et le SAV, etc. Ce qui me permet d'avoir une liberté absolument folle sur le nombre de créations et surtout le nombre de designs que je peux réaliser. Mais en effet, je crée des t-shirts aussi et puis je travaille sur beaucoup de choses en ce moment, je réalise quelques bijoux aussi parce que la confection de bijoux est tout aussi artistique, je trouve, que n'importe quel tableau ou n'importe quel dessin et ça m'anime énormément. Et on peut acheter aussi tes bijoux ou pas encore ? Alors les bijoux seront achetables cet été dans la boutique au coin des créateurs dans la cité médiévale de Carcassonne. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur un accompagnement précis, quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a touché particulièrement depuis ces années où tu es art-thérapeute ? Alors, j'ai des anecdotes un peu folles et puis d'autres très touchantes parce que, comme on l'a dit au départ, c'est tellement vaste le type de public et puis il faut s'adapter à chaque public. Mais du coup, en anecdote marrante, en EHPAD, j'ai quelqu'un qui a mangé l'argile, par exemple, en pensant que c'était du chocolat. Pour s'adapter à cette situation-là, ça a été un peu complexe parce que du coup, il a fallu pas paniquer et puis lui montrer que c'était pas grave pour pas qu'elle s'en veuille non plus et puis qu'elle se sente un peu honteuse. Ça a été assez drôle à gérer et puis j'en parle encore aujourd'hui alors que c'était il y a un petit moment, mais maintenant je fais très attention quand je prends de l'argile en EHPAD. Et sinon, très émouvante, je pourrais en raconter des tas, mais très récemment, j'interviens donc auprès de publics adolescents en lycée. Généralement, c'est beaucoup de prévention. On parle énormément de sujets très forts qu'on n'aborde pas forcément au lycée. Et justement, je leur offre cette possibilité d'exprimer des choses dont on parle absolument partout, mais qu'ils n'abordent pas réellement et sur lesquelles ils ne peuvent pas échanger. Donc on a énormément parlé de racisme par exemple en ce moment, de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement parce qu'on est à l'ère d'internet malheureusement.
Ça existe. Et en fait, je suis dans une classe qui s'appelle classe tremplin, où les jeunes sont normalement dans cette classe et sont... comment expliquer ? Le but, c'est quand même de les sortir de cette classe-là et qu'ils trouvent leur voie. Et j'ai revu récemment une de ces adolescentes qui est sortie de cette classe tremplin et qui a trouvé sa voie en CFA. Et en fait, je ne me rendais pas compte de l'impact que je pouvais avoir sur ces jeunes-là. Pour moi, je venais leur faire leur séance d'art-thérapie, on passait un bon moment, et puis je rentrais chez moi et ils n'y pensaient plus. C'était vraiment ça dans ma tête. Tu voyais pas le résultat de ce que ça pouvait Exactement. apporter. C'est très compliqué dans ce sens-là parce que quand il n'y a pas de suivi réel avec les établissements, on voit l'évolution, mais si les jeunes s'en vont, ce qui est super parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé, moi c'est très frustrant de ne pas savoir réellement ce qu'ils deviennent, mais je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé leur voie et c'est génial. Et j'ai recroisé cette jeune-là, et en fait elle est venue avec un sourire absolument immense, me remercier 14 fois. Elle m'a même pris dans ses bras, j'étais très gênée. Mais c'était très agréable de voir l'impact que je pouvais avoir. En fait, elle m'a remercié de l'avoir poussée à oser, tout simplement. Et c'était une adolescente qui était extrêmement timide, qui parlait très peu durant les séances. Et c'était dommage parce qu'en fait, à chaque phrase qu'elle disait, c'était très pertinent et très intéressant. Mais il y avait un certain blocage chez elle. Et en fait, je ne me rendais pas compte que je travaillais là-dessus avec elle sans même le vouloir. Et c'était incroyable de la revoir et qu'elle me remercie. Et de voir l'impact qu'on peut avoir auprès des gens, c'est magique. Ouais, c'est une super expérience. Et c'est aussi, je trouve, leur montrer, surtout à ces âges-là, en fait, que oui, on peut être différent, on peut choisir vraiment quelque chose qui nous anime. Et tant pis, en fait, si ça rentre pas dans le modèle que nos parents veulent ou que la société veut. Mais l'important, c'est de trouver quelque chose qui nous anime au quotidien. Et je pense que ça, tu l'as incarné et ça a dû l'inspirer. Exactement. Et puis le droit à l'erreur aussi. On ne le met pas assez en avant. Et je trouve que c'est important, surtout pour ces âges-là, que ce soit à la classe relais quand ils ont entre 12 et 15 ans et en lycée, de se dire mais si vous vous trompez de voie, c'est pas grave, vous pourrez rectifier parce qu'on leur met tellement de pression sur ça, en leur expliquant qu'il faut absolument qu'ils trouvent leur voie tout de suite, qu'ils choisissent leurs études et que ce sera définitif, alors qu'il y en a qui reprennent les cours à 50 ans, mais c'est très bien, c'est pas grave. Et le droit à l'erreur n'est pas assez mis en avant pour moi. Alors avant de conclure cet épisode, est-ce que tu aurais des artistes, tu pourrais nous dévoiler un petit peu des artistes qui t'inspirent particulièrement ? Alors je suis très inspirée par énormément d'artistes et très différents surtout, parce que je parle beaucoup de peinture depuis le début parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Mais j'aime tout autant la musique, la sculpture, n'importe quel type d'art en fait m'anime. J'aime énormément Van Gogh. Alors je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais je suis toujours fascinée devant un de ses tableaux et je pourrais même pleurer devant sans aucun problème tellement il me parle, parce que je ressens énormément de choses. Et musicalement parlant, parce qu'on parle beaucoup d'art plastique quand on parle d'art-thérapie, mais la musique fait partie de l'art et peut être un très bon support. La preuve en est qu'il existe le métier de musicothérapeute. Et j'avoue être submergée quand j'écoute de la musique ou quand je vais en concert ou en spectacle, parce que je trouve que la musique est un moyen d'expression absolument fascinant, sur lequel on peut mettre des mots ou non d'ailleurs. Et c'est ce qui le différencie un peu des arts plastiques, je trouve. C'est qu'il faut utiliser la parole quand même, généralement, sauf quand on n'utilise vraiment que des instruments. Et j'adore Ludovico Einaudi, par exemple, qui n'utilise absolument pas de mots, mais exactement, mais qui transmet tellement de messages avec justement rien que ses mains, et je trouve ça absolument fascinant. Super, mais merci beaucoup pour ces références. Merci Noélie pour cette interview. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi ? Alors moi, pour prendre rendez-vous, c'est simple, il suffit de me contacter sur Instagram, donc sur ma page Noélie Albouy, art thérapeute, ou alors par téléphone, il est aussi sur mon Instagram. Et si vraiment vous n'êtes pas très réseaux sociaux, j'ai un site internet qu'on peut trouver directement sur Google en tapant mon nom et mon prénom très facilement, et vous aurez accès à mon adresse mail et mon site internet. Super, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, à bientôt.
C'était Akiba Plat, le podcast à l'accent chantant, 100% Occitanie, pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre un like et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide grandement à soutenir mon travail. Et pour suivre les coulisses du podcast, abonnez-vous à Nature Audrey, Natur-8 Audrey, sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous et à très vite!